Bonjour à tous. D'entrée de jeu, je vous montre ce qu'on a réalisé. C'est un jeu vidéo en fait, où vous avez des vaisseaux et en fait c'est une sorte de guerre des étoiles. Ça va être assez basé autour de ce thème-là. Maintenant, je vais commencer par vous expliquer que cette conférence, elle va porter sur un retour d'expérience de jeu. En fait, je ne vais pas vous expliquer comment réaliser un jeu vidéo, mais plutôt comment nous, on l'a vécu et qu'est-ce que ça nous a apporté de le faire. Avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais une bonne fête au Nicolas, parce qu'il y en a énormément ici. Voilà. Et donc, la première chose qu'on va voir, c'est pourquoi, en fait, pourquoi on a réalisé ce jeu-là. Alors, c'est très simple. Un jour, Pierre est venu nous voir et il a dit « Les gars, j'ai une idée. J'imagine en fait qu'il y a un peu des passionnés de machine learning, de deep learning. Vous remarquerez que le petit avatar que j'ai utilisé a une ressemblance très forte avec Pierre, pur hasard. Et donc il faut imaginer que voilà, ces gens-là, ils ont envie d'être en compétition. Donc on pourrait imaginer un tournoi dans lequel ces gens-là, ils vont, à travers leur IA, se combattre. Et l'idée, c'est que on va faire ce combat sous forme de battle royale, entre guillemets. Donc à travers des vaisseaux. Une IA égale un vaisseau. Ce qu'il faut imaginer, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut implémenter, c'est un système sur lequel toutes ces IA peuvent se connecter et donner leurs commandes. Voilà, j'ai tel vaisseau, je vais me déplacer à tel endroit, je vais réaliser telle opération. Et Pierre donc, avait déjà commencé à travailler sur le sujet. Donc lui, il était capable de réaliser le back-end qu'il a fait en Python. Ça, c'était OK. Par contre, pour le front, c'était une autre histoire. Il s'est demandé voilà, comment on pourrait réaliser ça, quels seraient en fait les moyens de rendre ce jeu très accessible. L'idée, c'est que ces passionnés de machine learning, ce soit des étudiants, ce soit des gens un peu plus amateurs. Donc il faut rendre la chose assez accessible. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à des gens qui connaissaient si ça les intéressait tout simplement de réaliser ce front-end. Donc il a demandé à moi et à Alex. Et nous, on était chauds en fait. Et c'était intéressant parce que c'était un sujet qui changeait un peu de l'habituel. Et je me suis dit, je connais un autre amateur de jeu et j'ai proposé l'idée à Anto. Et il était chaud aussi. Maintenant, on va entrer dans le détail de qu'est-ce que le jeu vraiment, comment il se comporte, quelles sont les règles de ce jeu-là. Alors les règles, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, chaque joueur en fait est représenté par un vaisseau spatial. Ce vaisseau, il peut tirer sur un autre à partir d'une certaine distance. Il faut imaginer ça comme s'il était en train de verrouiller son tir et qu'il l'effectuait. Un tir effectué, c'est plus 100 sur son score, et un tir encaissé, c'est moins 50. On doit attendre 5 secondes entre chaque tir, parce que sinon, il bourrinerait assez facilement. Un vaisseau peut activer un bouclier qui dure 3 secondes, mais il ne peut activer ce bouclier que toutes les 10 secondes. Et il peut évidemment se déplacer dans un repère fini. Donc si je résume ça, on a notre vaisseau qui tire sur un autre, plus 100 pour le tireur et moins 50 pour le toucher, toutes les 5 secondes à partir d'une certaine distance. On a la capacité de se protéger toutes les 10 secondes et pendant 3 secondes. Et on a la capacité de se barrer à tout moment. Voilà. Maintenant, on va regarder en détail comment on a réussi à brancher tout ça, comment on l'a imaginé. Donc l'architecture est la suivante. Donc on a nos petites IA, nos petits bots qui vont se connecter à un système en commun, le backend Python, qui est une API REST. Et ils vont interagir dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer l'information de ce backend pour savoir l'état actuel du jeu. L'état actuel du jeu, c'est quoi? C'est la position de tous les joueurs. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train de tirer? Est-ce qu'ils sont en train de se protéger? Et on va avoir un autre consommateur de cette information, c'est le front-end, évidemment. Lui, il va juste prendre l'état du jeu. Il ne va pas donner des informations, il ne va pas donner des ordres ou des commandes, il va juste regarder ce qui se passe et le retransmettre de manière graphique, de manière visuelle. Et je me suis dit, mais attends, un jeu vidéo sur navigateur, ça pourrait être real-time, on pourrait utiliser des WebSockets, ce serait cool, quoi. Les WebSockets, ce qui est intéressant avec ça,
c'est que c'est événementiel. Et c'est exactement comme ça qu'on interagit quand on est en fait un joueur. On va utiliser des commandes, que ce soit au clavier, que ce soit sur les boutons de votre manette. C'est un événement de « OK, j'ai appuyé sur croix, il y a telle action qui va se dérouler ». Les WebSockets, c'est la même chose. On va donner des opérations et c'est ce trigger-là qui va dire « OK, je vais effectuer telle commande ». Et donc j'en ai discuté avec Pierre, d'autant plus que des jeux vidéo comme Agar.io, Slither.io, Splix.io, il y a toute une phase à un moment donné des jeux en IO, ils sont exactement basés sur cette techno-là. Je me suis dit, ça serait intéressant vraiment de se comporter de la même manière. Et en discutant avec Pierre, tout simplement, il m'a dit que non, en fait, ça n'allait pas se faire. Et pour une raison qui est assez simple, en fait, il avait l'argument de se dire, OK, si c'est des amateurs ou des passionnés, ça va être des gens qui n'auront pas toujours le même niveau de connaissance en développement ou en informatique de manière générale. Donc l'idée, c'est de mettre un système assez abstrait, assez simple. Donc une API REST, c'était beaucoup plus accessible, beaucoup plus évident à utiliser. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place la solution de polling, en fait, c'est-à-dire qu'on va faire des appels REST tous les temps de temps par seconde pour avoir au plus proche, donc c'est pas du vrai real-time, c'est du quasi real-time, au plus proche de la réalité de la situation que le back-end nous envoie. Donc l'API REST, elle est très très simple. Donc on a une route qui permet de se connecter en tant qu'utilisateur, en tant que joueur. Donc ça va ajouter le joueur dans une liste. On a la route inverse qui permet de l'enlever de cette liste-là. On peut récupérer tous les joueurs. Donc ça, c'est la route qui va nous intéresser, c'est cette route-là. C'est celle que le front-end va utiliser pour avoir l'état actuel du jeu à tout moment. On a une route qui permet d'indiquer l'opération « OK, je tire sur quelqu'un », une autre pour se déplacer, et la dernière pour activer ou désactiver le bouclier. Maintenant, la partie la plus difficile, c'est la réalisation. Commencer à rechercher comment on va mettre en place tout ça, comment on va implémenter tout ça. Alors, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui est envisageable, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire? On aurait pu faire un client lourd qui demande donc une installation à chaque utilisateur pour pouvoir avoir le jeu. Mais du coup, ça demandait une installation, c'était un peu compliqué. Donc, pourquoi ne pas le faire directement sur le web? Pourquoi ne pas faire un jeu en JavaScript? Et en cherchant, très rapidement, on est tombé sur plein de frameworks déjà existants qui font un travail vraiment remarquable. Et il y en a un qui était un peu plus mis en avant, qui avait une communauté incroyable, qui avait un forum incroyable, c'est donc Phaser, d'où le titre de la conférence. Et ce framework-là, il est vraiment très puissant. Il embarque énormément de choses, il fait beaucoup de travail pour nous, et comme je l'ai dit, il y a une grosse communauté, et en fait, ce que Phaser a mis en place, c'est une sorte de sandbox où n'importe quelle personne qui a envie de tester son jeu, qui a envie de tester une partie de son jeu, va pouvoir en fait mettre à disposition son code et le tester sur le site. Et à tout moment, hop, on peut aller sur un petit projet comme ça, et il y a un bouton qui permet de télécharger un zip, qui permet justement de lancer son jeu sur sa machine. Donc on avait plein de codes à disposition pour avoir des comportements, essayer de voir ce qu'on peut récupérer, ce qui pourrait être intéressant. Mais il y avait un problème avec ça, c'est que c'est du JavaScript. Et c'est pas forcément le truc le plus typé, quoi. Et donc ce que je voulais faire, c'est avoir un truc un peu plus cadré, un peu plus propre, entre guillemets. Et j'ai fait ce que n'importe quel développeur aurait fait à ce moment-là, j'ai cherché sur GitHub. Et j'ai cherché, OK, moi je veux utiliser ce framework-là, et je veux avoir tel outil intégré. Et je suis tombé sur un repo qui faisait exactement le travail. Et je remercie Roy Lenz d'avoir créé ce dépôt-là, qui est en fait un dépôt qui regroupe le framework JavaScript qui permet de faire notre jeu vidéo en 2D, du Webpack pour pouvoir effectuer le build, donc on n'a même pas besoin de se préoccuper de ça, c'est embarqué. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il a pensé à faire une intégration d'ElectronJS. Donc ElectronJS, qu'est-ce que c'est? C'est un framework qui permet, à partir de n'importe quelle application web que vous faites, de créer un client en fait, pour n'importe quel OS. Donc c'est un client que vous allez télécharger et installer. Nous, on ne va pas l'utiliser, mais j'ai trouvé que l'intégration était vraiment intéressante. Donc notre base, c'est quoi? C'est un front-end avec Phaser.js, donc qui est le framework pour la création du jeu 2D. Il repose sur le principe de Canva, c'est-à-dire que, en fait, le framework, ce qu'il fait, c'est qu'il prend votre page HTML qui est vide, il va injecter un Canva qui est une sorte de toile, en fait, tout simplement, dans laquelle il va dessiner des choses. Et c'est uniquement ce qu'il va faire. Il va dessiner, effacer, redessiner, effacer. Et c'est une loupe comme ça, continue.
TypeScript pour le typage, parce que dans l'équipe, donc on est 3 développeurs, et il n'y avait pas forcément tout le monde qui était très à l'aise avec le JavaScript. Le fait d'avoir TypeScript, c'est un peu quelque chose qui va faciliter le développement pour ces personnes-là. Webpack pour le build. Ensuite, on a intégré un petit composant qui est en fait le tableau des scores que vous avez vu tout à l'heure en entrant en haut à droite, qui permet d'afficher le score en temps réel. Et Nginx pour servir du coup, le fichier index.html qui est donc notre page que vous avez vu tout à l'heure, et le script généré. Et le Docker si on a envie de gérer ça directement depuis sa machine. À présent, on va entrer un peu dans le détail de comment ça fonctionne. De manière générale, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo en fait? C'est une boucle, à 3 étapes. La première, c'est le process input. Le process input, c'est quoi? C'est quand tu es sur ma machine et que je vais faire un gauche-droite ou que je vais manipuler ma souris, ça c'est une input. Cet input, il faut le traiter, et en fait, il faut le traiter tous les temps. Donc là, la petite horloge, là, elle symbolise le scheduling. Il y a une méthode qui est lancée tout le temps et qui va dire, OK, j'ai cet input-là, qu'est-ce que je dois faire avec? Et cette partie-là, c'est la partie de calcul. C'est OK, mon personnage, il était à tel endroit, à tel moment, à T+1, où est-ce qu'il veut qu'il aille? Où est-ce que je veux qu'il se rende? Dans quel état je veux qu'il soit? Et la phase finale, c'est le rendering, qui est l'étape la plus simple, c'est afficher l'état calculé. Donc, dans notre cas, l'input de l'état actuel du jeu, c'est la méthode getPlayers de notre API REST. L'update, c'est calculer tous les nouveaux états. Donc nous, on a 3 choses. On a l'ajout et la suppression de joueurs, on a la position des vaisseaux et des boucliers, et on a la position des tirs laser. Et le render, c'est tout simplement afficher ce nouvel état calculé. Donc un petit extrait très rapide pour symboliser ça, c'est 2 méthodes qu'on va utiliser, nous. La méthode create qui va faire le setup de tout ce qui est initialisation de jeu, la récupération des sprites, j'en parlerai un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'un sprite vraiment, et la récupération de l'état initial de notre jeu. Et l'update, ça va être ce que je vous ai dit tout à l'heure, la liste des joueurs qui sont encore connectés, parce qu'à tout moment, en fait, n'importe quelle personne peut connecter son joueur et peut se déconnecter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit regarder en continu. La position des vaisseaux, l'état actuel des boucliers et leur position à eux également, et l'ajout, la mise à jour et la suppression des tirs laser. Le contexte du jeu, c'est pas grand-chose au final, c'est juste la taille de l'écran et la définition du moteur physique. Le moteur physique, c'est une librairie qui va permettre de dire, OK, dans le monde dans lequel j'ai créé, je veux que la physique de mon jeu soit la suivante. Je veux qu'il y ait telle gravité, je veux qu'il y ait telle force qui soit appliquée. Phaser embarque énormément de moteurs physiques différents, donc on n'a pas besoin de se préoccuper de ça. On a juste besoin de le setter. Ensuite, on a l'état initial du jeu, l'ensemble des joueurs, un joueur égale un vaisseau, simple. Et on a donc nos sprites. Alors qu'est-ce qu'un sprite? C'est un ensemble des états sous forme d'image d'un élément graphique. Donc, par exemple, non, pas toi, on a un sprite ici de Hulk qui est en fait en train de marcher, tout simplement. Et en fait, les sprites, c'est ça, c'est des images qu'on va combiner et qui vont former en fait une animation. C'est exactement le même principe qu'un GIF. Et il y a énormément de sprite sheets que vous pouvez trouver sur Internet. Donc une sprite sheet, c'est un ensemble, c'est une feuille qui regroupe un ensemble de plein de sprites différents. Voici un exemple de Sonic où on le voit faire n'importe quoi. Il y a une partie où il est sur un surf, il y a une partie où il est en train de courir, et chaque étape de sa démarche, chaque étape de sa course en fait est représentée par une image. Alors voici notre sprite qui est magnifique. Il est simple, il a 5 étapes. Il y a l'étape où il y a plein gaz, l'étape où il est en train de ralentir, où il est à l'arrêt, et on reboucle en fait. Et comment on a fait pour mettre en place ce sprite-là? C'est tout simple. Dans Phaser, il y a un truc qui permet de dire, si tu nommes ton fichier de telle manière, avec la hauteur, la largeur d'un sprite, et le nombre d'éléments, le nombre d'étapes que tu possèdes, avec l'espacement entre chaque sprite, moi je vais te générer, le petit Hulk que vous avez vu animé tout à l'heure, il va le générer tout seul. Et en 5 lignes, en fait, très rapide, on arrive à créer notre premier joueur, notre premier player, tout simplement en récupérant le sprite qui a été généré ici. Donc là, en fait, image spaceship 83-84-5, ça a été calculé à partir de cette image. Ensuite, on va ajouter ce sprite dans le contexte du jeu, on va lui attribuer une physique pour lui dire, il est à telle force lui sont appliquées,
et il va se comporter de telle manière dans le monde réel. On va lui ajouter une animation et ben, on va lui dire, OK, maintenant tu plais cette application en loop. Et maintenant, on va parler de tous les différents soucis, /bugs, /obstacles qu'on a pu rencontrer. Une des premières choses sur laquelle on s'est focalisé, c'est une fois qu'on avait ajouté notre vaisseau, ben, la première feature qu'on voulait mettre en place, c'est le déplacement. Le déplacement, ça paraît simple, ça l'est, hein, c'est se déplacer d'un point A à un point B. Par exemple, là, vous voyez, ah non. Pourquoi il fait ça? Et c'est là où on commence à chercher dans la documentation, à essayer de comprendre quelle est cette magie qui se trouve derrière ce moment-là. Et en fait, ça s'explique de la manière suivante, c'est que quand vous commencez à déplacer un événement, cet élément graphique il va prendre de la vitesse, il va prendre de la vélocité, il va gagner en vélocité. Et c'est sur ça qu'on s'est concentré, en fait, c'est comprendre quelles sont les interactions qu'on a avec nos éléments graphiques quand on va utiliser telle méthode, telle opération. Donc il y a une méthode qui existe qui permet de dire move to xy, c'est-à-dire déplace-toi à ces coordonnées-là. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'est ralentir, tout simplement. Ça paraît con comme ça, hein, mais c'était pas le truc le plus trivial au final. Et une fois qu'on avait fait ça, on était comme des fous, quoi. Pour faire ça, tout simplement, c'était déjà de comprendre comment la méthode qu'on utilisait fonctionnait. Donc on a un vaisseau, le ship, des coordonnées XY. Il y avait deux implémentations possibles. Soit on lui indiquait une durée pendant laquelle il avait le droit de se déplacer. C'était pas la bonne technique. Soit on lui indiquait tout simplement la vitesse dans laquelle il allait se déplacer. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il faisait à la fin ses allers-retours comme ça, c'est parce qu'en fait, quand il avait gagné sa vélocité, forcément, il allait dépasser le point là. Il était beaucoup trop rapide. Et ensuite, il est en train de recalculer, de se dire « Attends, j'ai déplacé le point là. » Donc, il va faire marche arrière, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que le delta va se réduire. Ça, en fait, c'est parce qu'il fallait appliquer un certain seuil d'erreur pour lui dire « Ok, la distance minimale pour laquelle tu vas te déplacer, c'est celle-là. Si c'est en dessous de ce seuil-là, c'est pas grave, ne fais pas l'effort. » Donc là, c'est ce que vous voyez ici avec le check de distance s'il est supérieur à cette distance minimum. Et la dernière chose à faire, c'est au début de chaque boucle, donc les boucles se déclenchent à chaque représentation à un temps t de notre jeu, qui est la méthode d'update qu'on a vue tout à l'heure, et bien il va falloir remettre à zéro cette vélocité. Il va falloir dire, ok, voilà, tu as fait ton action, maintenant on s'arrête, on remet ta vélocité à zéro, et ensuite on va recalculer justement la distance que tu dois parcourir pour accéder à ton nouveau point. Et en fait, c'est exactement le principe mathématique d'une courbe. Une courbe, c'est quoi? C'est juste une suite de petites droites successives. Là, c'est exactement le même principe. Un deuxième point, c'était pas vraiment un problème, mais plus un souci d'apparence, de visibilité, de comment on va représenter nos vaisseaux. Là, on a nos différents sprites qui sont les mêmes, avec les noms des joueurs. Mais c'est assez compliqué de suivre parce que si c'est le même sprite, c'est la même représentation visuelle pour chaque joueur. Et il n'y a aucune autre distinction à part le nom. Donc ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on essaie de voir pour ajouter des vaisseaux différents avec des structures différentes. Et on s'est dit qu'on n'avait pas d'autres sprites. Et on a commencé à chercher et très rapidement on est tombé sur on n'a qu'à les colorier en fait. Ça paraît tout bête, mais ça fait le travail en fait. Tout simplement on arrive à suivre beaucoup plus facilement les vaisseaux si on y associe un nom et une couleur. Et ça se fait assez simplement. On définit un tableau de couleurs et puis lors de la création de notre joueur, en fait, on retrouve les lignes que je vous ai montrées tout à l'heure, plus on a une teinture qu'on applique à notre sprite qui est une simple couleur. L'autre souci, c'était l'action la plus importante du jeu, c'est le tir. Alors le tir, c'est tout bête, c'est un vaisseau qui a un temps t va tirer sur un autre. Ah oui, mais oui. En fait, les deux vaisseaux ils peuvent se déplacer pendant qu'ils tirent. Et ça a été aussi une bonne révélation de, en fait, on n'a pas extrêmement travaillé sur qu'est-ce qui se passe quand on a un tir. Le back-end, en fait, c'était une fois qu'il a tiré, voilà, il continue à faire ses opérations et c'est tout. Mais dans un vrai jeu, on pourrait imaginer d'autres comportements. On pourrait imaginer que lorsqu'on va tirer sur un vaisseau, le vaisseau va s'arrêter à cause de l'impact. Il y a énormément d'autres manières d'implémenter et de réaliser ça, mais le back-end était très simplifié, très simpliste,
pour pouvoir permettre de se dire, ok, je fais l'action de tir et puis je continue de bouger. Et donc l'action qu'on voulait, vraiment, c'était celle-ci. C'est-à-dire, de la même manière que quand vous avez envie d'emmerder quelqu'un, vous allez prendre un laser et vous allez le viser dans les yeux, quand la personne va vouloir esquiver, vous allez continuer à le suivre avec. Et c'est exactement le même principe. Voilà, donc on est resté là-dessus et c'est quelque chose qui nous paraît assez simple et assez réaliste. Et pour ça, en fait, il fallait juste penser à l'histoire de, puisque maintenant ce n'est plus un laser mais plusieurs lasers, il faut que j'en génère plusieurs, il faut que je les efface au fur et à mesure pour faire illusion, entre guillemets. Il n'y a pas d'élément dans le framework qui permet de dire, ok, j'ai 2 points là, tu vas faire un élément graphique qui va les lier et tu vas les suivre, en fait, tu vas faire du tracking. Ça, en fait, ça n'existe pas pour une simple bonne raison que c'est très spécifique, en fait. C'est très spécifique aux besoins de ton implémentation de jeu, donc c'est à toi de le réaliser. Et en fait, ça se fait assez simplement en disant, ok, j'ai mon laser il est constitué de 2 parties. Il est constitué de cette grosse boule d'énergie là, qui est le moment où il va tirer, et du coup le faisceau. Et ce qu'on a besoin de faire, tout simplement, c'est juste dire, je vais clear, donc c'est-à-dire je vais effacer du canvas, je vais effacer de la représentation graphique authentée, et je vais arrêter de l'afficher, tout simplement. Et pendant une certaine période, le temps que le tir s'effectue, qui est de quelques secondes, je vais le laisser s'afficher. Et ensuite, une fois que j'ai réalisé mon opération, je vais non seulement libérer la mémoire, donc détruire les lasers, même s'ils ne sont plus affichés, ils consomment encore de la mémoire, et je vais ensuite cleaner l'état de tous mes lasers qui sont à l'écran à un temps T. Et ensuite, on va trigger le laser en regardant si le joueur a demandé de tirer, et s'il a une target, alors on va effectuer le tir. Et on boucle en continu comme ça. Et le dernier gros point, le timing. Le timing, c'était une histoire de comment on a envie que ça paraît visuellement, comment on a envie que ça réagisse quand on se déplace, quand on tire, quand on se protège avec le bouclier. Il y a ces différents points-là, Et un dernier truc aussi, c'est la fréquence d'appel au back-end. Comme je vous l'ai dit que ce n'était pas du WebSocket, donc ce n'était pas du vrai real-time, il fallait faire du polling. Donc il fallait se décider, dire combien d'appels on va faire par seconde, combien de fois on va demander au back-end, en fait, c'est quoi la situation du jeu, c'est quoi l'état du jeu. Et en fait, au début, on était plutôt très gourmand. Vous verrez après, j'ai une image assez simple qui illustre le propos. On faisait par exemple 15 appels par seconde, 15-20 appels par seconde, ce qui était énorme parce que ça ne servait à rien au final. On récupérait l'information, mais l'appel suivant n'avait pas le temps de se réaliser pour appliquer, ça n'avait aucun intérêt. Et après, on a ajusté et au final, on est tombé sur 3 appels par seconde, ce qui est beaucoup plus réaliste et on n'a pas besoin de plus, vraiment. On a la durée d'apparition du laser, qu'on a dû décider. Donc ça, il n'y a pas de secret, c'est du tweaking. Je vais regarder, ça ne me plaît pas, je vais changer. Et comme vous avez vu, il y a pas mal de commits qui sont une démonstration de ça. Il y a énormément de choses là. Et donc je vous parlais de la fréquence d'appel du back-end. Au début, on était comme ça. Ça n'arrêtait pas. La dernière partie, c'était rendre le jeu encore plus accessible. Parce qu'à la base, c'est quand même des gens qui vont développer une IA, c'est cette IA qui va se connecter au jeu et qui va dire « je vais piloter un vaisseau ». Est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier le truc? L'état de base, c'est ça. On a l'API REST, on a notre back-end, et puis on a le front-end que vous avez vu qui permet de représenter ce vaisseau. Mais si tu es un étudiant et que tu ne connais pas beaucoup en informatique encore et que tu as encore plein de choses à découvrir, c'est pas fou. Donc on a voulu commencer à aller dans la direction de rendre le truc encore plus accessible à d'autres communautés. Donc Pierre, il a fait un client en Python, et moi j'ai fait un client en Node. Jusque-là, simple. Mais ce n'était pas encore assez parce qu'on aimerait bien le rendre le truc encore plus interactif. On aimerait bien saisir quelque chose et que ce soit instantané et qu'on voit notre vaisseau en train de faire ce qu'on est en train de lui dire. Et c'est là que intervient CodePen. Donc c'est un site, c'est une plateforme qui permet en fait de partager des snippets de code. Il y a des choses incroyables, je vous conseille vraiment d'aller regarder. Il y a des gens qui font des choses en 3D, juste en CSS, donc c'est juste du design. Et c'est des choses en 3D qui sont animées. Au contraire, il y a des gens qui vont faire des implémentations beaucoup plus lourdes en JavaScript, mais qui sont des jeux vidéo ultra complets en 3D, bien plus badass que ce jeu-là. Et c'est incroyable à quel point c'est en train de se développer. Pour ce faire, j'avais pas envie de refaire le monde, j'avais pas envie de recréer un client spécifique à JavaScript. Parce que du coup, du Node et du JavaScript, côté client, côté navigateur, c'est pas la même chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon client Node,
Je l'ai mis sur NPM à disposition. Donc NPM, c'est très simple. On fait un NPM publish, on se crée un compte avant, on met ses credentials et boum, votre application, votre module, il est disponible partout dans le monde instantanément. Une fois que j'avais fait ça, j'ai utilisé Browserify, qui a un logo vraiment dégueulasse, mais qui est vraiment cool, honnêtement, parce que ça permet tout simplement de faire ce que ça dit, c'est-à-dire prendre votre module qui est propre à Node et le transformer pour avoir quelque chose qui marche dans votre navigateur. Et une fois que j'avais ça, et ben, fini. J'avais notre jeu vidéo 2D réalisé à 3 qui était opérationnel. Combien de temps ça nous a pris? On avait 5 soirées, on faisait à peu près 3 heures par soirée. Alors évidemment, pendant les 3 heures, on ne faisait pas que du dev. On faisait, voilà, on discutait, on cherchait 2-3 petites choses. Voilà. Et on a réussi à faire cette chose-là. Merci à tous. Et merci à l'orga. Nickel.